Bon, ben, les Koulam, je souhaite donc une bonne soirée, puis un Erev Tov à tout le monde. Et voilà. Donc, c'est donc le dernier cours de cette année, je dis bien. Pas les derniers cours du tout, mais Bezrat Hashem, mais le dernier cours de cette année. Tafshin Pedalet, 5784, entré dans le 85. Ça a été une année très difficile pour Israël, comme vous le savez. Donc, on souhaite plus que souhaitons, on prie pour que l'année suivante soit beaucoup, beaucoup plus douce, moins de nisyonotes. Bon, pour beaucoup, je pense qu'en Eretz Israël en particulier, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de familles qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas eu des proches, ou des moins proches, ou des amis. Donc, on espère que c'est la fin, quoi. C'est enfin la fin, que maintenant que je vous retrouve, être Mirachem sur nous, grâce au point essentiel qui nous manque encore, ou qu'un peu, à savoir l'Ardout. On est en Eretz l'Ardout, que tout le Israël soit main dans la main. Ça approche, il y a eu un mouvement de Tchouva fabuleux depuis 7 octobre. Il faut que ça continue, il faut que les gens prennent conscience que le cas d'Israël, c'est son attachement à la Torah. Voilà. Donc, un petit mot, quelques mots déjà de Chizouk pour à l'approche de Rosh Hashanah. Vous connaissez le mot dans Chachamim qui nous parle des 10 jours de pénitence. Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans de nombreux écrits du Rabbi, on voit un étonnement que la phrase que je viens de prononcer, elle est contradictoire quelque part. Si on vous parle des Asara Yamim, des 10 jours, ça voudrait dire que Rosh Hashanah et Kippour sont compris dans les Aseret Metchouva, dans les jours de pénitence. Et pourtant, on vous dit, chez Ben Aseret Metchouva, qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Or, les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, il y en a 7, il n'y en a pas 10. Il y a donc ici un remède que Yom Kippour et Rosh Hashanah, au-delà du fait qu'ils sont inclus dans les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire que ce sont des jours de Tchouva, tout le mois d'Elul, on a fait Cheshvan Nefesh, maintenant Rosh Hashanah, et pendant 10 jours, on fait Tchouva sur tous les points, on en a parlé la semaine dernière déjà, Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lechavero, bon, ben, tout le monde doit s'améliorer sur la médisance, sur la jalousie, sur la colère, ainsi de suite, de Ben Adam Lamakom, plus de Dikdouk et Mitzvot, les Mitzvot avec Dikdouk, donc très attention à chaque chose, au brachot, toute la avoda. Et bon, ceux qui suivent ces shiurim sont là pour précisément Medakdek, les Mitzvot, avec le plus de shlemut, de perfection possible. Mais au-delà de ça, de l'inclusion de Rosh Hashanah Kippour dans les jours de Tchouva, il y a quelque chose de particulier. Puisqu'en fait, les vrais jours de Tchouva, c'est les 7. Donc, Yom Kippour et Rosh Hashanah ont quelque chose de particulier, de plus. Yom Kippour, on en parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine. En tout cas, pour Rosh Hashanah, la nikuda particulière, c'est que c'est le Yom Artarat Amelech. C'est le jour du couronnement du roi. C'est une belle image, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement, couronne le roi, ça veut dire que malgré le fait que l'on commence à faire les comptes, à faire le bilan, à nous améliorer de manière particulière sur chaque défaut que l'on peut avoir, au-delà de ça, il y a une acceptation, une Kabbalah générale de sa malchoute. Ça veut dire, on dit comme ça, ok, on a désobéi, on a fait plus ou moins ce qu'on a pu, et peut-être pas ce qu'on a pu. Eh bien, avant de rentrer dans les détails de tes décrets, d'abord on t'accepte comme moi. Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est les malchouyot, les psukim dans le Moussaf, on va pas malchouyot, Meler, Hachem Meler, Hachem Malach. Donc, ne pas oublier que c'est donc un renouvellement, c'est un renouveau de Kabbalatot. Kabbalatot, ça veut dire je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on me demande encore, mais ce qu'on va me demander, je le fais avec Kabbalatot. J'accepte le joug, qu'il soit dur à prendre, qu'il soit facile, je l'accepte. Ça, c'est la particularité de Rosh Hashanah. Kabbalat Malchut. Et la mitzvah qui est attachée à ça, c'est la mitzvah de Shofar. Shofar, c'est donc vous connaissez la symbolique du Shofar.
Si on a le temps tout à l'heure, on en parle un petit peu parce que je vais essentiellement aujourd'hui donner des Yom Tov. Sinon, on n'aura pas l'occasion. Je voulais faire un khazara général sur les halachot Yom Tov. Donc, c'est la mitzvah de Shofar. Shofar, c'est le cri interne que l'on reçoit, que l'on ressent et on crie à Hachem, pas avec une belle musique, avec des sons qui sont peut-être déchirants, mais pas harmonieux du tout, pour montrer que on est contrit, on est désolé, on regrette de ne pas avoir été au niveau pendant l'année et on prend la décision, pas bon, fin de. Bien, tu vas recommencer après, parce qu'une chouva comme ça, on prend une décision et qu'on sait qu'on va retomber, elle ne marche pas. Mais là, en fait, quand on prend la décision, c'est certain qu'on est sincère, on a envie. On n'est peut-être pas au niveau, on n'a pas l'envergure de pouvoir arriver au bout de nos achlatot, de nos décisions, mais au moins on prend une décision en espérant que doucement, on arrive à les accomplir. Donc voilà, c'est une écoute que je voulais dire. Et comme je l'ai dit les semaines passées, ça se manifeste au niveau halachique. Par exemple, si dans la Mida, toute la Mida des 10 jours de pénitence, on a dit à quel Akadosh plutôt que de dire à Melech Akadosh, on n'a pas mentionné l'essentiel de la Nekuda du point, point primi, à savoir la Malchut, on recommence la Mida. Vous voyez à quel point ces concepts ils descendent dans la Hapshuta. Melech Oetzakov Mishpat, on dit à Melech HaMishpat. Là, on a pu dire les semaines passées, ça n'invalide pas complètement la Mida. On continue la Mida. Si on n'a pas mentionné Amelech HaMishpat, on a dit Melech HaMishpat, mais il est bon, dit Admor Zaken, de recommencer la Mida. Vous voyez, c'est un très très important. C'est ce concept-là donc de Malchut, acceptation totale, c'est dur. On est ce qu'on est, on a une fèche à Bahamit, on a l'âme animale qui nous tire vers le bas, mais on prend les taureaux par les cornes, c'est le cas de dire, hein, et puis on avance. Voilà donc une petite Nekuda c'est pas une petite Nekuda, c'est en fait la Nekuda de Rosh Hashanah, à savoir Artarat Ameler, couronnement du roi, avec la mitzvah de Tkiyat Shofar. Bon, aujourd'hui donc, comme j'ai dit à Gérard, donc, on m'arrive à 8h10 ici en française, donc je regarde la montre, on a 40 petites minutes, donc je vais tâcher de faire en sorte que Admoat Marzik et Ameroubé, ces petites 40 minutes contiennent beaucoup de choses. Donc, Khazara général des halachot de Yom Tov. Je n'ai pas de doute que la majorité d'entre vous connaissent ces halachot, mais en beta midrash velo chidouche. Il n'y a pas un beta midrash ou il n'y a pas un chidouche. On répète, mais au milieu des répétitions, il y a toujours des petites nouveautés qu'on apprend, et quelquefois des choses qu'on a pu apprendre et qu'on a oubliées. Donc, on y reviendra. Donc, première chose, quelle est la particularité de Yom Tov par rapport à Shabbat? Et donc, ça va concerner 2 jours de Rosh Hashanah, 2 jours de Simchat Torah. Le pasuk nous dit au sujet de Kol melechet avoda lo ta'asu. Les melachot n'avaient pas le droit de faire. Mais à côté de ça, elle nous dit Ach, cependant, Ach, Asher yachel echol nefesh, ou levado yaseh lachem. Cependant, tout ce qui concerne la achila de nefesh d'un homme, ou levado yaseh lachem, ça et seulement ça, vous avez le droit de faire. De là, on a le fameux principe de tout ce qui est Sorech Achila, Ochel Nefesh, c'est permis. Et c'est la permission que tout le monde connaît, à savoir qu'on a le droit de cuire avec la batte. Shabbat, on peut cuire. On a le droit de cuire Yom Tov, excusez-moi. On a le droit de cuire Yom Tov. On a longuement développé ce terme la semaine dernière, quand on a fait les lachot de Rouf Tafilin, qu'on a oui le droit de cuire Yom Tov, de faire les mlachot de Ochel Nefesh, mais on ne peut pas le faire pour un autre jour que Yom Tov. On n'a pas le droit de cuire de Yom Tov pour Shabbat. Donc cette année, il y a 3 fois une fête qui est vendredi, et on ne pourra pas cuire pour Shabbat. Je pars pour ceux qui habitent Route Savaret. En Eretz Israël, vous n'avez ça que à Rosh Hashanah. Parce que le vendredi de Sukkot, pour nous, pour les Routniks, c'est Kodesh, pour en Eretz Israël, c'est Chol. Donc il n'y a pas le problème. Mais le problème en Eretz Israël existe pour Rosh Hashanah.
Donc, nous disons que la malacha de cuire est permise. Mais dans le passouk que je viens de vous dire, il dit ou levado yaaseh lachem, pour vous. Pourquoi la Torah elle ajoute le mot pour vous? Enfin, de qui on parle? On parle bien sûr de cuire pour nous. La Torah nous donne ici un remède que c'est pour nous que nous avons le droit de cuire. Et pas pour, ça exclut quoi? Ça exclut le nochi, le non-juif, et ça exclut les animaux. Donc la Torah conserve l'interdiction de Ren Nefesh, tout ce qui concerne la nourriture, elle est conservée pour les non-juifs et pour les animaux aussi. C'est-à-dire c'est une exception à la règle des Melachot que pour les juifs. Et donc, bon, je ne sais pas si vous avez des animaux que vous nourrissez, si vous avez des animaux, vous avez le droit parfaitement de les nourrir, mais il ne faut pas avoir la bonne idée de faire des melachot, par exemple d'écraser la viande en petits morceaux, ou bien de faire cuire. Il y en a qui font cuire certaines choses pour leurs animaux, c'est rigoureusement interdit, Yom Tov. Pareil aussi pour, imaginez que vous avez une femme de ménage à la maison, c'est rigoureusement interdit de lui faire cuire quelque chose, de lui faire un café, etc. S'il y a un café qui est fait, elle peut le prendre, mais interdit de lui cuire quelque chose. À cause de cet interdit, les Chachamim ont mis une barrière. Ils ont aussi interdit Yom Tov, pas Shabbat, Yom Tov, d'inviter un Nochi à la maison. Pourquoi? Tout simplement parce que si on invite quelqu'un, en général, on peut être amené à lui faire du kavod, à le respecter, quelque chose de particulier. Donc on peut être amené à lui faire un petit thé, un petit café, quelque chose qu'il aime, etc. De peur qu'on, schéma, il va de peur qu'on soit amené à cuire pour lui. On n'invite pas un non-juif Yom Tov. Bon, j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est un halakha qui pose beaucoup de problèmes lorsqu'il y a des personnes qui sont par exemple en voie de conversion et qui ont envie de se faire inviter dans la famille juive. Ça pose un problème lorsqu'il y a des couples malheureusement mixtes où le conjoint n'est pas juif et donc on ne sait pas trop comment inviter la personne, l'ami ou la personne de la famille. C'est problématique, c'est problématique. Alors je vous donne rapidement les solutions qui sont parfois proposées pour contourner le problème dans des cas comme ça pointus. C'est une chose qui peut arriver aussi, qui peut arriver dans les Bate Chabad, qui font Mifsaïm pendant. Il y a la soukha qui est ouverte à tout le monde, donc pas tout le monde peut venir, et souvent il y a des gens, ou des non-juifs, ou en tout cas des gens en voie de conversion et qui veulent aller dans une soukha, donc ils vont dans la soukha du shliach, qui est construite par le shliach. Alors, on peut proposer, c'est pas top, on va dire, mais bon, c'est une manière de contourner un petit peu le issour, de dire à la personne en question que on ne renvoie personne. Il n'est pas invité officiellement, mais s'il vient manger, on ne le met pas dehors. C'est ce qu'on fait lorsqu'on invite personne de la famille, comme ça, qui va venir avec son conjoint. On invite la personne. Bon, il comprend qu'il peut venir avec son conjoint, elle ne sera pas mis dehors. Mais officiellement, l'invité, donc officiellement, c'est interdit. Il faut s'arranger pour qu'il puisse venir sans qu'il soit officiellement invité. C'est un issour, c'est comme ça. On décidé comme ça. Rien à voir avec Shabbat. Shabbat, il n'y a aucun risque qu'on nous fasse cuire quelque chose de particulier pour lui, pour ce non-juif. Donc, Shabbat, aucun problème. On peut inviter un non-juif. Voilà. Maintenant, je vais vous donner en gros quelles sont les mlachot qui sont complètement interdites, quelles sont celles qui restent interdites et quelles sont celles où il y a des terribles. Dans la composition, la constitution du pain, il faut faire toutes sortes de travaux. C'est le début des mlachot. Il faut d'abord au début retourner la terre, zoréa, semer, ensuite couper, moissonner. Une fois qu'on a moissonné, on bat le blé. Une fois qu'on a battu le blé, on met borer, on met saté. Quand on a le grain, on l'écrase, on fait de la farine. Quand on a la farine, on pétrit. Après on a pétri, on met au four. Bon, tout l'enchaînement des mlachot qu'on a eu l'occasion d'étudier. De manière générale, les mlachot à partir de la licha, à partir du pétrissage sont permises. Donc il est permis, une fois que la farine est faite, de pétrir et de mettre dans le four. Bien sûr, un four allumé. Hein, bon, vous savez qu'on n'a pas le droit d'allumer un four si il n'y a pas déjà une flamme qui est allumée. Quand c'est un four électrique, il n'y a pas de solution.
Mais on peut imaginer qu'on laisse un feu, qu'on laisse un four allumé tout Yom Tov, et même certains demandent, j'en profite en parenthèse de vous ajouter une question pour m'en demander, il n'y a pas d'interdiction de mettre une minuterie qui va vous la plaque ou le four pendant Yom Tov, possible. Voilà. Donc la minuterie allume, et puis une fois que le four est allumé, on met les aliments et on fait cuire. Voilà. Donc, les mlachot, par contre, avant la licha, elles sont problématiques. L'idée générale, je vous donne l'idée générale, c'est qu'en général, ce sont des mlachot qu'on ne fait pas pour la consommation immédiate. On le fait bien avant de consommer. Je ne parle pas du cas de moissonner, couper le blé. Entre le moment où on coupe le blé et puis on a le pain qui est poussé au four, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de jours. Et ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire les yamim rabim, les mots de l'Agmara. Puisque c'est le derech lasot yamim rabim, qu'on fait en grosse quantité, récolter toute la récolte de fruits ou de légumes, c'est quelque chose en très grosse quantité, donc c'est interdit. Le blé, on va pas couper tous ces fruits pendant Yom Tov. À cause de ça, la mlacha de dash de battre le blé, et les conséquences, les dérivés de dash, c'est faire un jus de fruits. Essentiellement, Minatora, c'est les olives et les raisins. Et les chachamim interdisent tous les autres jus de fruits. Ceci reste interdit Yom Tov. Donc retenez, je vous suggère de prendre quelques notes. Donc sachez que faire un jus de fruits Yom Tov, ça peut être étonnant qu'on puisse cuire comme on veut, mais par contre on ne peut pas faire un jus d'orange, un jus de citron, c'est interdit. Bien sûr, presser un citron sur du poisson, c'est permis, comme Shabbat. Mais il n'y a pas davantage de permission Yom Tov par rapport à Shabbat. Permis. Sur le poisson, interdit de faire un jus. Voilà donc pour Srita. C'est une halakha qui est pas mal ignorée, donc j'ai souvent l'occasion de la répéter. Maintenant, la mlacha de Tochen, moudre. Shabbat, on sait qu'on a le droit de moudre. Rappelez-vous, on a eu l'occasion d'étudier cette mlacha, d'écraser tout ce qui est pas guidou les carcas, qui ne pousse pas dans le sol. Ce qui est interdit, c'est des fruits et des légumes. Des fruits, faire des carottes râpées. Shabbat, on ne peut pas faire des carottes râpées. Parce que les carottes, elles poussent dans la terre. Ça s'appelle guidoulé carca. Par contre, tout ce qui n'est pas guidoulé carca, comme Shabbat, c'est moutard pendant Yom Tov. Donc, j'ai le droit d'écraser des œufs, j'ai le droit d'écraser du poisson, j'ai le droit d'écraser de la viande, quand j'ai du fromage. Ce sont 4 aliments qui ne poussent pas directement du sol. Donc, il n'y a pas interdiction de tochen, de moudre. Par contre, ce qui pousse de la terre, ça peut être interdit. Alors, de manière générale, faire des légumes, râper des légumes, en général, ce sont des choses qu'on fait en petite quantité. En petite quantité. Quand on fait en petite quantité, on a le droit donc de râper, carottes râpées, etc. On a le droit de le faire. Et là, le Rama ajoute quelque chose, entre le Mechaber et le Rama, il ajoute quelque chose, c'est que tous les légumes qui ne perdraient pas leur goût, s'appelle qui ne sont pas méfikta am, si on le faisait la veille, il faut le faire la veille. Et si on le fait le jour même, il faut le faire avec un chinouille. Donc, si vous utilisez une râpe ou un ustensile comme ça pour râper, c'est bien de faire avec un chinouille. Par exemple, exemple de chinouille, si vous avez l'habitude de râper dans une assiette, on râpe directement sur la table, sur le papier aluminium, ou bien on tient la râpe de manière en diagonale plutôt que de la tenir droite. Bon. Mais de manière générale, on a le droit, oui, on a le droit de moudre, même des choses qui se poussent de la terre, avec le chinouille dont je vous parle. Donc, on peut faire des carottes râpées pendant Yom Tov. Pour Borer aussi, il y a des limitations dans Borer. Mais comme Borer, il y a beaucoup de choses qu'on est Borer en petite quantité, en derech la sot yanim rabim, on peut utiliser un ustensile de Borer pendant Yom Tov,
dans la mesure où ce sont des fruits qu'on ne fait pas en très grosse quantité dans les usines. On fait ça avant la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Ça veut tout simplement que l'épluche légumes, l'économe, eh bien, il est interdit Shabbat, mais Yom Tov, c'est fait pour éplucher une tomate, des trucs comme ça, des petites quantités pour la famille. On a le droit. L'épluche légumes, il est permis pendant Yom Tov, alors qu'il est rigoureusement interdit pendant Shabbat. Je vous rappelle, hein, un petit résumé succinct, c'est que pour faire borer, Shabbat, pendant Shabbat, il faut répondre aux 3 conditions qui sont Beyad, Miyad, Ochel, Mitoch Absolet. Qu'est-ce que ça veut dire? Beyad, avec la main, pas avec un ustensile de borer. Un couteau, c'est comme la main. Mais pas un ustensile réservé à ça, comme une passoire ou comme un épluche légumes. Miyad, pour manger dans la demi-heure qui suit, et prendre le bon du mauvais. Bon, ça, je pense que vous connaissez, on a vu ça déjà. Eh bien, Yom Tov, les choses qu'on fait en petite quantité, on peut utiliser cet ustensile-là qui est l'épluche légumes. Et on peut même, ça c'est mon frère de prouver dans plusieurs post-it, que si on était amené à éplucher des légumes, éplucher des oranges par exemple, Shabbat, on ne peut pas plus éplucher des oranges 1 heure ou 2 heures avant la consommation. On enlève le mauvais. Donc on a le droit d'éplucher une orange, mais si on veut la manger dans la demi-heure qui suit, ce qu'on appelle miyad. Pour Yom Tov, on peut permettre même qu'on n'épluche pas pour une consommation médiate. Intéressant, vous voyez, donc je vous donne 2 terribles dans Borer. En passant, ça veut dire Borer, il faut quand même faire attention. C'est pas complètement occulté, c'est pas comme cuire qu'on a le droit de cuire. Donc Borer, on a le droit, dans les conditions que je viens de vous dire, mais sinon, si on fait en très très grosse quantité, il y a un problème. Par exemple, on a un cas que Mourazakian y rapporte. Si vous avez de la farine, et dans la farine, même une saleté qui est tombée, un moustique qui est tombé dans la farine, on n'a pas le droit de l'enlever comme ça. Il faut l'enlever comme on l'enlèverait Shabbat. Ça veut dire qu'il faut l'enlever avec un peu de farine, mais pas lui tout seul. Mourazakian explique pourquoi, parce que c'est la farine, tamiser la farine, ça se fait en général en grosse quantité. Et donc, quand il y a une saleté dedans, il faut le faire avec les conditions qui permettent, sinon c'est interdit. Oui, c'est un ridouche, ça. Ridouche veut dire qu'il y a. En passant, je vous dis, il y en a qui permettent. Hein, le Mishabor est permis, mais Admon Zaké dit clair que ça c'est interdit parce que précisément, la farine, on fait ça en grosse quantité. Donc, oui, c'est pas évident. Donc, c'est les rotes borer. De manière générale, le principe dans borer, c'est qu'on va au plus facile. Exemple, quand vous épluchez le poisson pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On prend la chair, on laisse le mauvais. On prend le bon du mauvais. Yom Tov, on fait le contraire. Pas forcément le contraire, on fait la manière la plus facile. Or, en général, la manière la plus facile d'éplucher un poisson, c'est d'enlever des épines. Vous voyez, vous l'ouvrez par le milieu, on enlève l'arête centrale, plus facile que de gratter la chair. Vous voyez. Donc, Yom Tov, il y a 8 borer, mais on l'a fait de manière la plus simple, la moins fatigante. Encore un cas qui permet aussi, par exemple, Shabbat, c'est complètement, le café turc, c'est complètement interdit de faire du café turc en utilisant une passoire. Si on fait du café turc dans certaines conditions, on peut le faire, mais à condition de laisser le marc de café au fond du verre et de prendre le liquide qui est par-dessus. Mais prendre une passoire, c'est interdit. C'est un ustensile de borer. Un petit ustensile comme ça de borer, une petite passoire Yom Tov, c'est permis. Parce que ce sont des ustensiles qui sont faits pour utiliser par petite quantité, à l'image du maklef, du épluche légumes, fait pour éplucher des petites quantités de nourriture. Voilà encore un chidouche, Yom Tov, on peut utiliser une petite passoire. Donc j'ai apporté donc les cas différents. On a dit donc cuire, on a parlé de les jus de fruits, on a parlé de tochen écrasé, on a parlé de borer. Maintenant, il y a une autre interdiction qui s'appelle molid d'esh. Molid d'esh, ça veut dire créer un feu nouveau. Interdit. Rarement interdit de craquer une allumette. On peut pas. Pourtant, c'est les tzorer ochel nefesh. Je craque l'allumette pour allumer un feu pour cuire. Et cuire, on a le droit. La réponse est que
c'est cuire de manière indirecte. Ça s'appelle marchirer ochel nefesh. Cuire de la viande s'appelle ochel nefesh, c'est-à-dire cuire l'aliment. Allumer le feu, c'est marchirer ochel nefesh. Ça veut dire que ce sont les choses qui préparent à la cuisson. Marchir, ils rendent cachère. Les marchirer ochel nefesh, très très grosse discussion si on a le droit, et ce marchir-là, Chachamim ont interdit parce qu'ils ont estimé qu'on peut le faire depuis la veille. On peut avoir un feu depuis la veille. Donc c'est interdit. Le point qu'il est bon d'ajouter est le suivant, c'est que la chita du Admor Azaken, de nombreux poskim, c'est que Molid Esh, créer un nouveau feu, c'est un discours qui est seulement des Rabbanan, pas un sourd Torah. Il y a Yom Tov, bien sûr, hein. Quand il y a un Shabbat, les Rabbanan interdit, c'est sûr, c'est interdit par la Torah. Mais Yom Tov, c'est interdit des Rabbanan seulement. Qu'est-ce que ça change? C'est interdit, c'est interdit. Ah oui, ça change. Le principe que nous avons vu à de nombreuses reprises, c'est le principe de Shvut, des Shvut, les Torah Mitzvah. Ça veut dire, Shvut, c'est une histoire des Rabbanan, des Shvut, c'est un deuxième histoire des Rabbanan. En l'occurrence, ça veut dire demander à un non-juif n'importe quel mlacha, c'est un histoire des Rabbanan. En plus, la chose que je demande au non-juif, que le non-juif va faire, c'est un histoire des Rabbanan lui-même. Donc c'est un double des Rabbanan en quelque sorte. Donc les conséquences de ça, c'est qu'il est permis de demander à un non-juif pendant une tov d'allumer un feu. Il faut demander d'allumer le feu. Quand il y a une allumette, toujours les Torah Mitzvah, n'oubliez pas. Quelque chose qu'on a vu à très nombreuses reprises. Rappelez-vous, on pouvait demander à un goy d'aller chercher quelque chose dans la rue, parce que la rue c'est carmélite, c'est des rabbanan, on peut demander de nous apporter des chalot, etc. Les Torah Mitzvah, bien sûr. Pareil aussi, très très utile de savoir qu'en cas de besoin, s'il y a besoin d'un feu et qu'on n'a pas de feu, on peut demander à un non-juif d'allumer le feu. C'est une halakha que les fumeurs apprécient beaucoup d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas d'allumette, ils demandent dans la rue à un non-juif de leur claquer une allumette ou bien ils prennent la cigarette des non-juifs et puis ils l'allument à deux. Bon, je ne fais pas de la publicité pour fumer, hein, c'est très très mauvais de fumer, c'est marqué sur tous les paquets qu'il ne faut pas fumer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Pour ceux qui fument, c'est considéré comme un aliment, c'est quelque chose dont ils ont besoin, leur corps a besoin. Par contre, c'est l'occasion de vous dire que une personne qui ne fume pas, ça lui est rigoureusement interdit de fumer pendant Yom Tov. Parce que ce n'est pas les tzorer ochel nefesh, ni mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah de fumer, et ça n'apporte rien à leur corps. Alors que le fumeur, on va dire qu'ils ont habitué leur corps à cette drogue, et donc ils en ont besoin. Sans ça, ils ne sont pas bien. Donc c'est considéré comme un ochel, comme un aliment. Par contre, il y a des cas, quand on m'a fait la remarque suivante, il m'a dit, mais on pourrait imaginer un cas où un non-fumeur allume une cigarette, par exemple, euh, sa bougie de 24 heures qui était chez lui et s'est éteinte. On n'a pas de feu à la maison. On a besoin de feu pour allumer la gazinière. Il serait permis d'aller chez une personne qui est fumeur et d'allumer chez lui, bien sûr, il a un feu préexistant déjà, d'allumer une cigarette et ça nous permettra donc de transporter la cigarette dans la rue jusqu'à chez soi. Et avec cette cigarette, on peut rallumer un feu chez soi. C'est parfois pratique. Pourquoi? Parce que quelquefois, lorsque ça nous est arrivé certaines années qu'on a plusieurs fois chez les voisins chercher une flamme, une bougie, mais elle s'éteignait tout le temps. Enfin, le seul moyen qu'on avait trouvé d'amener cette flamme, c'est précisément d'allumer une cigarette et la cigarette ne s'éteignait pas le temps de courir chez soi. Voilà, des petits détails, des petites anecdotes pour se rappeler de ça la faute. Continue toujours dans la faute de Yom Tov et je voudrais revenir juste une halakha dont on a parlé la semaine dernière, c'est l'halakha de Eruv Tafshilim. Donc, on a dit la semaine dernière que Erev Yom Tov, donc c'est mercredi, la semaine prochaine, cette semaine, mercredi, on fait Eruv Tafshilim. On prend une challah ou une matzah, on prend un œuf, un morceau de viande, un morceau de poisson, on met ça dans un ustensile et puis on fait la bracha et un texte que l'on lit. Et grâce à ça, on peut cuire de vendredi pour Shabbat. Maintenant, la question qui est posée est la suivante.
Au nom de quoi le fait de préparer un repas comme ça, on fait une espèce de fiction, comme si le fait d'avoir préparé le mercredi, ça nous permet de continuer à préparer vendredi pour Shabbat. Voilà, c'est ça l'idée. Comment ça fonctionne? Quoi le mécanisme de ce terre? Le mécanisme, il est comme ça. C'est que mettre cuire vendredi Yom Tov pour Shabbat, Minatora c'est permis. La Torah permet. Pourquoi? La Torah permet parce que lorsque l'on cuit quelque chose, même avec l'intention de le consommer pendant Shabbat, il est possible qu'il soit consommé pendant Yom Tov. Comment? Ah ben, ça y est, il y a à manger pour toute la famille. L'Agmara nous dit Shema Yizdan Menno Ochim. Peut-être qu'il y a des invités qui viennent chez vous de manière impromptue, sans ne les attendez pas. Et quand il y a des invités qui viennent chez vous comme ça, ils n'attendent pas, et que vous êtes en train de préparer un repas pour Shabbat, ben vous allez donner ce repas à ces invités. Bien que cette éventualité lointaine, les Chachamim, la Torah nous dit, cette éventualité lointaine fait que, en fait, quand vous cuisez pour Shabbat, c'est pas forcément à 100% pour Shabbat. On va dire, pour donner un chiffre, 90%. Il y a toujours une possibilité que ce repas va être cuit pour une utilisation pendant vendredi qui est octobre. Voilà, ça c'est le principe. Donc, la Torah permet, Chachamim interdisent pour Kvod Shabbat. Non, non, tu n'as pas le droit de cuire vendredi. Mais en faisant le hérouve, ça, on surmonte donc cette interdiction. Mais encore une fois, pour que le hérouve serve, encore faut-il que la nourriture que vous cuisez vendredi soit mouteret minatora, donc qu'elle soit amenée à consommation, un degré de cuisson qui permet de la consommer, avant l'entrée de Shabbat. Sinon, le hérouve, il sert à rien. Imaginons que la shkia, c'est à 7 heures. Et à 7 heures moins 2, vous mettez une viande crue sur le feu. Il est clair que cette viande crue, vous mettez sur le feu, elle va cuire pendant Yom Tov, va commencer à cuire pendant Yom Tov. Il n'y a aucune possibilité qu'elle soit mangée pendant Yom Tov, même si tous les invités du monde venaient chez vous. Pas consommable. Donc là, il y a un sur-Torah s'interdit. Donc ceux qui ont l'habitude, par exemple, moi si je vous en ai parlé la semaine dernière, je pense que oui, bon, c'est une petite razara, ont l'habitude de mettre dans le croque-pot la daf complètement crue, juste avant l'entrée de Shabbat, c'est interdit. Le Rosh Hashanah, c'est interdit. Parce que la viande ne sera pas consommable du Yom Tov vendredi. Comme elle n'est pas consommable vendredi, donc c'est certain 100% qu'on la cuit pour Shabbat et ça s'interdit. Il n'y a aucune éventualité, aucune possibilité, même petite, même minime, que ce soit consommé pendant vendredi, pendant Yom Tov, donc c'est interdit. En deux mots, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dites ça à vos, s'il y a des femmes qui m'écoutent bien, s'il y a des hommes, vous répétez ça à votre épouse, que le repas qu'on prépare vendredi pour Shabbat, quand vendredi c'est Yom Tov, doit être cuit avant l'animal des bougies. Voilà, en deux mots. N'oubliez pas, il n'y a pas de choix, c'est obligé. Parce que si vous commencez à le cuire, mais il n'est pas consommable, vous avez fait une cuisson qui ne peut en aucune manière être utilisée pendant le Yom Tov, le vendredi, et ça, c'est interdit de la Torah. Voilà donc un petit rappel sur les roues tafilines. On a parlé d'allumer, maintenant on va parler d'éteindre. On a le droit d'éteindre. Éteindre, ce n'est pas permis. On n'éteint pas. Le fait d'éteindre, ça cuirait du tout. Alors vous allez me rétorquer, non. Imaginons que vous avez mis un plat, vous avez de la baffe avec le feu au niveau le plus fort, en train de brûler. Si effectivement le fait de garder le feu très fort, ça va brûler, donc le fait de baisser l'intensité de la flamme, je ne parle pas d'électricité, hein, je parle de la vraie flamme, c'est les tzorer nefesh, donc c'est permis. Mais, il y a un mais, c'est que s'il y a un moyen de faire en sorte que votre repas qui est en train de cuire, puisse ne pas brûler sans baisser le feu, c'est mieux. Alors, une des solutions, c'est de mettre la casserole
un petit peu de côté, un petit peu sur sur la paroi, enfin, de la gazinière, moitié sur le feu, moitié hors du feu. Ça évitera de brûler. Ça, c'est une solution. On dit que c'est pas toujours une solution parce que la partie qui est sur le feu, elle brûle et l'autre, pas du tout. Bon, c'est à voir, c'est point technique. Ou bien carrément, hein, il y a une responsable de Rabbi Shafat là-dessus. Rabbi Shafat dit si on a un deuxième feu à gaz, c'est mieux d'allumer un deuxième feu petit plutôt que de baisser le feu qui est gros, le gros feu. C'est mieux. Il va rester allumé, tant pis. Et ouais, donc, ça veut dire, vous voyez que baisser l'intensité du feu, c'est pas évident. Si on peut éviter que le repas se brûle en allumant un second feu, c'est mieux que de baisser l'intensité du premier. Alors vous allez me demander, oui, mais alors le feu va rester allumé longtemps. Béchat Adachak, en cas de besoin, si vraiment tous les feux vont rester allumés, il y a un moyen d'éteindre le feu, toujours à gaz, hein, Bederer Grama. Il ne faut pas s'habituer à faire ça, disait Poskin, mais de temps en temps on peut le faire si vraiment c'est indispensable. Bederer Grama, ça veut dire de manière indirecte, on remplit une casserole à rabord d'eau, et quand ça bout, quand elle bout beaucoup, c'est vraiment à rabord, elle va couler un petit peu, et en coulant, elle va éteindre le feu. Et quand le feu est éteint, bah, vous tournez le bouton pour que le gaz ne s'échappe pas. C'est ce qu'on appelle l'aérogramma. À éviter, mais le éther existe en cas de besoin. Voilà, donc c'est le lien de baisser le feu. Ensuite, une autre halakha, je répète, hein, je m'appesantis là-dessus, mais prenez quelques notes, c'est difficile de se rappeler tous ces détails. De même que Shabbat, il y a une mitzvah de Horaïta de Kabbalat Shabbat, excusez-moi, de Kabbalat Tosefet Shabbat, il y a la même mitzvah de Kabbalat Tosefet Yom Tov. Ça veut dire qu'avant l'entrée de la fête, il faut penser dans sa tête, je, je rajoute un petit peu de Kdusha à Shabbat ou à Yom Tov. On peut le faire dans la tête. C'est mieux avec la bouche, mais dans la tête, on dit je suis Mekabel. Alors, on a eu l'occasion de parler l'année passée des fois c'est compliqué parce qu'on fait Mincha, Mincha c'est encore Chol, et une fois qu'on a fini Mincha, l'Ashkia est passé, donc on est dans le Shabbat. Comment est-ce qu'on peut ajouter du Shabbat alors que Shabbat est rentré? J'avais donné une etzah qui était la suivante, c'est marqué dans Mincha Titrak et d'autres, c'est que on peut prendre BLP, ça veut dire dans le cœur, mais sans l'exprimer dans la bouche, cette Kabbalah Shabbat, Ani Mekabel Alay, je prends sur moi un rajout de Shabbat ou de Yom Tov. On peut le faire, bien sûr, avant la Shkia, même qu'on n'a pas fait Mincha. Le fait qu'on l'a dit seulement dans le cœur, on ne l'a pas exprimé, ça ne nous empêche pas de faire Mincha de Chol. Ça peut paraître un paradoxe, une contradiction. Ça y est, si on prend la Tosefet Yom Tov ou Shabbat, donc déjà on est un petit peu dans le Shabbat. Comment se fait-il qu'on puisse faire Mincha? Bon, je vais vous dire, c'est une bonne question qui demande du Youn. Les grands poskim se penchent sur cette question, mais la conclusion du Dayan Weiss dans Mincha Titrak, c'est qu'on peut le faire, on peut le penser dans sa tête et faire Mincha après. Donc c'est bien, je vous fais gagner une mitra des Minatora. Tous les Shabbats, chaque fois Shabbat, vous pensez, je filme Kabel sur moi, tout s'est fait Shabbat. Shabbat, vous savez, oui, je balaye beaucoup de la faute, mais bon. Il y a, il y a, il y a une xéra qui s'appelle Xéra Mishum Shrikat Samamanim. Les Chachamim ont interdit de prendre des médicaments Shabbat. Cette interdiction est vraie aussi Yom Tov. Je parle maintenant d'une personne qui ne rentre pas dans le statut de cholé. Cholé, c'est une personne qui est suffisamment malade pour en général s'aliter, de sérieux. Mais c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un mirouche alma, une petite douleur, un petit mal de tête, il n'a pas le droit de prendre un doliprane. Je sais que c'est embêtant, mais c'est comme ça. C'est Xéra l'existe Yom Tov. Je peux prendre des médicaments que si on est sûr d'être malade. Alors bien sûr, vous avez les diabétiques, tous ceux qui prennent régulièrement des médicaments, bon, ils les prennent, pas besoin pour leur santé.
Mais ça, le petit médicament qu'on prend en plus, quand on est grand, un petit à peine enrhumé et tout ça, c'est pas bien grave, ça on ne prend pas. Ce que j'ajoute ici, c'est que Chachamim ont été Mekil le deuxième jour de Yom Tov. Bon, à la vérité, ça, c'est une halakha pour les Choutzniks, pas pour les Israéliens. Parce que pour les Israéliens, il n'y a pas de jour de Yom Tov, sauf Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est considéré comme Yom HaRichta, comme un seul jour, donc de toute façon, c'est interdit. Donc, ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas pour les Israéliens. Donc, ceux qui vivent en Kouzabaret. Donc, sachez que, à part Rosh Hashanah, qui est considéré comme les deux jours sont le même jour, Sukkot, par exemple, deuxième jour Sukkot, on peut prendre un Doliprane en cas de besoin. Voilà. Retenez ça, c'est très utile parfois de savoir qu'on peut prendre un médicament le deuxième jour, alors que le premier jour, on ne peut pas prendre de médicament. Encore une halakha qui peut paraître drôle, c'est que les chachamim, dans certains cas, ont été davantage marmir, ont été plus sévères Yom Tov que Shabbat. Pourquoi? Parce que Yom Tov, on a tendance parfois à être mésalzel. Bon, on a le droit de cuire, on a le droit de faire ça, on peut borer d'une certaine manière, on peut le faire. Donc, chachamim ont été plus sévères dans une halakha de Moukté. Moukté qui s'appelle Mishum Nolad. Nolad, nouvelle création pour traduire. Nolad. Né, quelque chose qui est né pendant du verbe naître. Dans le concret, dans le concret, les os de poulet, vous tenez cette halakha, ne sont pas Moukté Shabbat parce qu'on peut les donner à un chien. Ils sont Moukté Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mélangés avec de la viande, c'était un ochel, puis une fois qu'on a enlevé, on a pris tout le blanc de poulet, on a mangé tout le poulet, il ne reste plus qu'un os. C'est une nouvelle, une apparition nouvelle. Elle prend le statut de Mouktsé, Nolad. Extraordinaire, vous vous rendez compte. Donc, vous voyez mes farsem autour de vous. Les os de poulet, ils ont le même digne que l'os à moelle, une fois qu'on a mangé toute la chair qu'il y a dedans. L'os à moelle, qu'un chien ne mange pas. Ou bien prenons d'autres exemples, les noyaux d'olive, la coquille de noix, pour ceux qui mangent des noix. Il n'y a aucun animal qui mange ça, donc c'est Mouktsé Shabbat. Il n'y a pas 36 manières de le débarrasser. Il faut surtout bien penser à ou bien éplucher directement sur la poubelle, ou bien éplucher dans votre assiette. Et quand on va débarrasser l'assiette, alors on va débarrasser ce mouktsé. Mais s'il est posé sur la table, on ne peut pas l'enlever. Donc les autres poulets, Shabbat, il n'y a pas de problème. Si les autres poulets sont sur la table, on peut les enlever sans problème. Yom Tov, c'est interdit. Voilà. Une fois, c'est très fort. Hein, où vont les xéros de nos chachamim? Prenez note, hein, c'est des choses qu'on oublie facilement, mais retenez donc que Yom Tov, on est davantage marmire que Shabbat. Maintenant, l'interdiction de Mouktsé, c'est une interdiction des Rabbanan. Si on est obligé de déplacer du Mouktsé, les Tzorech Ochel Nefesh. Sur la nourriture, il y a un tas il y a des billets, cartes bleues. Imaginez tous les objets Mouktsé qu'on peut avoir. Si je déplace le Mouktsé pour accéder ou pour obtenir de la nourriture, ce n'est pas plus amour que cuire. On a le droit de cuire pour la nourriture, pour manger cuit, et pas cru. De la même manière, Moutar, l'étaltel, d'avoir mouktsé, les tzorech nefesh. Ça aussi, c'est bien, ça va. Ça peut arriver des fois, des mouktsé, voilà, ça dérange et tout. Bon. Sachant que si je vais déplacer toutes ces choses pour obtenir les oranges, enfin, les fruits, etc., ceci est permis. Donc, mouktsé, ça peut être permis. Alors, encore une halakha. Je vois que je ne vous ai pas laissé parler aujourd'hui. Je vais finir avec celle-là. Bon, non, je vais m'arrêter tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois que le temps passe vite. Oh là là, je ne vous ai pas laissé parler aujourd'hui. Allez, messieurs, mesdames, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. J'ai juste une petite question comme ça, c'est juste un doute, mais pour pour le héros, est-ce que si une challah, je la fais, elle est congelée le mercredi et on sait qu'elle sera décongelée Shabbat, est-ce que la bracha, elle peut être faite sur la challah si elle est congelée au moment de la bracha? Ou est-ce que c'est pas un problème? Non, c'est pas grave, parce que c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. C'est très simple, mais une challah, même congé, on peut la manger. Donc, Ok, c'est correct. on peut faire une bracha sur la bracha du héros sur une challah qui est congelée, c'est pas un problème. Absolument, oui. Ok. Ok. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Gérard, tout ça, c'est acquis Oui, dans la j'écoute, poche? j'écoute. Ouais, très bien, très bien. Bon courage. Écoutez, bon, je ne vous cache pas qu'il y en a encore beaucoup à dire, mais malheureusement, je vois le temps court, il est 5 déjà, dans 5 minutes, on va faire un vite. Je me permets, dans quelques minutes qui passent, je vais vous sonner du chauffard. Je vais sonner du chauffard pour expliquer un point que les daratis et que beaucoup se trompent sur la manière de sonner. Si on fait l'etkiot de manière habituelle, comme ils font les Sfaradim, ils font les Shvarim, ils font tout, 3 fois. Après, ils font ou la trompette, ou bien une kia. Il y a Milat Rabat d'ajouter un petit son. Petit son. Beaucoup de gens, ce petit son, tout. C'est-à-dire, ils font une espèce de petit point comme ça, de troumit, ça s'appelle, à la fin de leur chever. C'est pas comme ça. Le makor, la source de ce rajout, c'est marqué khatsi chever. Donc, il faut faire quelque chose qui a une certaine longueur. Ça donne la chose suivante. Je vais vous dire comment les gens se trompent et comment il faut faire. Le dernier, c'est pas un khatsi chever, c'est pas la moitié d'une lamentation. C'est un point. Vous, on fait comme ça. Outou. Et ça, c'est une erreur qui est très, très répandue. Donc, il faut s'entraîner pour qu'on sente qu'au bout des trois, outou, au terme de ces trois, il y a quelque chose qui a une certaine longueur. Oui. Sinon, ben, c'est très problématique, hein. Je sais que chaque année, plusieurs préviennent les gens. Et en plus, entre Shfarim et Troua, vous avez une manière de le faire en reprenant la respiration, une manière de sans reprendre la respiration. Je vais vous le faire. Le premier, je vais reprendre la respiration. Facile. Vous avez vu donc la nuance. Le quatrième, c'est un petit chever. J'ai repris ma respiration, puis j'ai fait la trompette, la 3, tout. Maintenant, je ne vais pas reprendre la respiration. Alors, ces deux modèles se font. Le modèle sans reprendre la respiration se fait après la bracha, la première fois qu'on sonne. Le modèle en prenant la respiration, c'est au moment du moussaf. Donc là, je ne vais pas reprendre la respiration. Voilà. Un petit détail, mais pour ceux qui font Nipsaïm, c'est un détail important. Quand vous faites Nipsaïm, il est préférable de faire le système de Tashrat ici sans reprendre la respiration. C'est mieux. Parce que d'après toutes les chitotes, on est quitte de cette manière. Par contre, si on reprend la respiration, certaines chitotes disent que c'est bien, d'autres disent que non. Donc, vous faites les deux carrément, mais si vous devez choisir parce que vous êtes fatigué, ben vous savez quoi faire, à savoir vous faites sans reprendre la respiration. Voilà. Bon, on va faire vite. Donc, je vais vous souhaiter à tous
Shana Tova en tout cas, hein, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, qu'on continue Amen. à étudier. Shana Tova, en tout cas. Voilà, Shana Tova en tout cas. Gérard, peut-être je touche un mot sur ce que je vous ai envoyé. Qu'est-ce que vous dites? Un petit mot? Allô? Non, pas. Allô, Gérard? Moi, en attendant, je veux bien une petite question, s'il vous plaît, Allez-y. parce que j'ai pris trop en route. Euh, sans respiration, c'est plutôt pendant le Moussaf ou avant On Moussaf? reprend l'inspiration dans Moussaf, ouais. Et ben, après les brachot, on ne reprend pas. D'accord. Bon, C'est clair? et si on se sent la force de jamais reprendre la respiration, je veux dire, Dans Miftaïm, non, non, ce que j'ai dit, puisque les deux modèles, on est fait dans la tfila, on est tranquille. Ce dont j'ai parlé, c'est quand vous faites Miftaïm. Parce que ça vous oblige, au lieu de faire 30 colottes, vous allez faire plus que 30 colottes, si vous répétez. Ouais, c'est très fatigant. C'est pour ça que je vous dis, si vous devez choisir, faites sans reprendre la respiration. d'accord. Et d'accord, bon, ok, merci. Si un office qui est organisé, si un office est organisé, bon, chez un particulier parce il a besoin pour des raisons de santé, et on est juste 10, est-ce qu'il faut quand même faire la Khazara ou est-ce qu'il faut demander que chacun soit attentif pour bien répondre Amen à la Je Khazara? pense, non, non, la chaza de Moussa de Rosh Hashanah, il faut la faire. Il faut la faire. Il faut la faire. Et si c'est pour un malade, ben, il est assis, de toute façon, ça n'a pas beaucoup changé pour lui. Non, pas c'est important. Surtout que le minhag, c'est de faire des tkiot belachash et des tkiot bechazara. Donc, on ne peut pas faire le raccourci. C'est ça que vous dites, hein. Oui, Ne oui, pas faire oui, la oui, chazara. c'est ça. Non, non, il faut faire la chazara. Voilà. Quitte à ce que le monsieur reste assis ou allongé et tout, mais il faut faire la chazara pour les deux Et sources. pour Shacharit, Pareil aussi, pareil aussi. d'accord, d'accord. Bonne Et, journée. d'accord. Mais le fait d'être juste 10, ça va, je veux dire. Ah oui, mais il faut dire aux gens de répondre Amen, c'est tout, hein. Au D'accord. contraire, il faut éduquer les gens de répondre Amen. Merci. Merci. Voilà. Donc, c'est un en tout cas. Donc, je disais tout à l'heure avec Gérard que le Collège, la semaine prochaine, va faire une campagne de halodon. Voilà, je vous mets au courant. Je vais envoyer donc le lien à Gérard. Si certains d'entre vous veulent participer, Tisco la Mitzvot, chacun selon ce qu'il peut. Ça, on n'a pas fait ça depuis 2 ans et demi déjà au collège, donc il était temps qu'on reparte sur cela. Oui, oui. Voilà, Koltou, Shana Tova, en tout cas, on m'appelle pour le minyan, hein. Je vous laisse. Koltou, Koltou. Au revoir. Voilà, Koltou, Shana Razak. Tova. Au Razak. revoir.